Wow, c'est wow, monde tout côté, pays qui dominait, chercher libérer, monter wow, wow, c'est wow, en nous c'est wow. Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection pour cette semaine. Nous avons relevé pour vous Victor Treff, un grand maître du Belay, monté en filao. Mobilisation des habitants de Pont-Aléry. Manifestation de soutien au peuple palestinien. Retour sur l'affaire des 7 d'Océanis. Et puis la déclaration du CNCP en solidarité avec les 7 d'Océanis. Victor Treff, un grand maître du Belay, monté en filao. Victor Treff, surnommé Toto, né le 16 septembre 1941, nous a quittés le lundi 9 juin dans sa 84e année. L'annonce de la nouvelle a créé une vive émotion, surtout dans le quartier Bocanal. Militant culturel, chanteur et danseur de Belay, pratiquant l'art martial du damier, Victor Treff était une figure emblématique du quartier Bocanal. Il est membre fondateur de plusieurs associations, dont Tambour Bocanal et de l'AM4. Ceux qui le connaissent décrivent un homme humble, généreux, sage et à l'écoute de tous. Il n'hésitait pas à transmettre son savoir et à contribuer largement au développement du Belay. En Patella m'arrivé, mi belle journée, à qui l'est, nous là sont des chansons qui l'évoquent. De son vivant, plusieurs hommages lui ont été rendus. En mars 2019, il a été consacré maître du Belay à la maison du Belay de Sainte-Marie. En janvier 2023, le rond-point du quartier Bocanal a été nommé giratoire Victor Treff, dit Toto. Panneau sur lequel on peut lire qu'il a contribué à la réhabilitation des Diables Rouges. La veillée de Victor Treff. La veillée de Victor Treff, culturelle, traditionnelle, s'est tenue le vendredi 13 juin à l'espace culturel Bocanal. Sa dépouille a été accueillie au son du tambour de Bocanal. Nombreux sont ceux qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Il a été inhumé hier, samedi 14 juin, au cimetière de la Levée, du côté de Fort-de-France. Mobilisation des habitants de Pont-Aléry. Depuis 2011, les habitants du bord de mer martiniquais et une partie de ceux de l'intérieur, sauf le martyr, à chacune des arrivées massives d'algues sargasses. Après échouage, ces algues entrent en putréfaction et dégagent des odeurs pestilentielles tout en libérant des gaz toxiques comme l'ammoniac et l'hydrogène sulfuré. Nul n'est besoin de rappeler les dégâts sur la santé, l'électroménager et les appareils électriques et électroniques. Tant durant toutes ces années, les effets sont notoirement connus. Faut-il rappeler que les algues sargasses ne poussent pas sur les rivages martiniquais, mais viennent de la mer. Pourtant, l'État français se décharge sur les municipalités. Elles sont même accusées de ne pas savoir capter les subventions qui sont mises à leur disposition. Alors que l'incurie de l'État français quant à la gestion des sargasses est indiscutable. Sa responsabilité est entière quant au fait qu'il s'est accaparé notre mer et de fait, il lui revient d'agir pour empêcher l'arrivée des algues sargasses sur le littoral martiniquais, mais aussi subsidiairement
quant au formalisme et au carcan qu'il impose à l'obtention des dites subventions et qui se révèlent parfaitement inadaptés à l'urgence de la situation. Les municipalités font avec leurs moyens. Certaines ont installé des barrages flottants destinés à bloquer les algues sargasses ou à les faire dériver sur des coins accessibles qui permettent un ramassage plus aisé. Cependant, depuis quelque temps, les échouages d'algues sargasses se sont intensifiés et la catastrophe s'est amplifiée. Pour mémoire, la communauté scolaire de Robert III, qui s'était élevée pour dénoncer les conditions de travail et d'apprentissage, a été relocalisée à Trinité. Mais les habitants qui vivent dans les zones impactées sont laissés pour compte. À cette catastrophe est venue s'ajouter, le 3 juin dernier, une nouvelle que représente la rupture d'une partie du barrage anti-sargasse de la Pointe-Hyacinthe au Robert. Les sargasses ainsi libérés ont envahi la baie du Robert et affectent de manière encore plus aiguë la santé des habitants, notamment ceux de Pointe-Fort, du Bourg, de Pointe-Hyacinthe, de Faux-à-Chaud et de Pont-Alévi. Le calvaire vécu par les habitants les a poussés à se mobiliser de manière résolue et déterminée. Le mardi 10 juin 2025, ils ont érigé un barrage filtrant à Pont-Alévi et exigé que Cap-Nord, la mairie, le préfet et l'ARS se déplacent sur le terrain afin de constater l'ampleur de la catastrophe et prennent les décisions qui s'imposent. Ils exigent la reconstruction sous huitaine du barrage qui a cédé et menacent à défaut d'intensifier leurs actions. Manifestation de soutien au peuple palestinien. Le collectif Martinique-Palestine Solidarité a organisé à Fort-de-France un rassemblement de solidarité avec la Palestine. La pluie n'a pas découragé les manifestants qui ont tenu à être présents sous le kiosque Guédon à Fort-de-France pour témoigner leur soutien au peuple palestinien qui subit un génocide perpétré par l'État sioniste d'Israël avec la complicité active d'États européens et des États-Unis. Ce sont plus de 60 000 Palestiniens qui ont déjà péri sous les bombes israéliennes, hommes, femmes, enfants, bébés. Les manifestants ont exigé la reconnaissance de l'État palestinien, l'arrêt des ventes d'armes et tout autre commerce avec Israël. La Martinique participe à son niveau à la solidarité internationale qui s'organise et se développe en faveur du peuple palestinien. Retour sur l'affaire des 7 d'Océanis. Pour mémoire, les 7 d'Océanis sont ainsi dénommés pour désigner les 7 militants anti-chlordécone qui ont été impitoyablement poursuivis par des institutions du pouvoir colonial français, les forces de répression et la justice coloniale. Elles se sont relayées pour persécuter des militants qui se sont mis debout pour dénoncer les criminels de l'humanité que sont les empoisonneurs et leurs complices. Ces criminels n'ont pas hésité une seule seconde à disposer de la vie du peuple martiniquais, comme jadis le faisaient leurs ancêtres avec les esclavisés. L'empoisonnement touche la population martiniquaise à 92% et celle de la Guadeloupe à 95%. Génocide de 2 peuples par empoisonnement. Pendant plusieurs mois avant le fameux 23 novembre 2019, point de départ de l'affaire des 7 d'Océanis, des militants anti-chlordécone se rassemblaient devant les centres commerciaux détenus par le groupe GVH pour exiger au moyen de boycott symbolique que la caste responsable de l'empoisonnement de notre pays et de notre peuple soit reconnue coupable et contrainte à la réparation d'un crime commis en toute conscience. Le samedi 23 novembre 2019, comme à l'accoutumée, depuis plusieurs week-ends déjà, des militants anti-chlordécone étaient cette fois-ci rassemblés pacifiquement sur le parking du centre commercial Océanis au Robert afin de demander à la population de boycotter ce jour-là Euromarché Océanis, devenu depuis Carrefour Océanis, entre parenthèses, qui soutient l'État génocidaire d'Israël, fermez la parenthèse. La manifestation était donc bon enfant et les militants chantaient. Des militaires venus de la France, spécialement pour exécuter la machination orchestrée par le pouvoir colonial, étaient en position. Ils ont commencé par nasser les militants avant de les provoquer en les attaquant au gaz lacrymogène.
Ensuite, les militaires assaillants se sont déclarés victimes de violences. Le prétexte était tout trouvé, violence en réunion sur agents dépositaires de l'autorité publique. Ensuite, le jeudi 28 novembre 2019, le pouvoir colonial décide de rafler 7 militants préalablement ciblés. Les militaires lourdement armés perquisitionnent chez eux au petit matin et pour certains en leur absence. Ils ont menotté ceux qu'ils ont trouvés et les ont emmenés dans des gendarmeries différentes, bafouant sciemment les droits de la défense. L'objectif était de les isoler, de rendre difficile les manifestations de soutien et de les interroger sans qu'ils soient assistés de leurs avocats. Ensuite, ils ont été relâchés après que 3 d'entre eux aient reçu une convocation à une audience du tribunal correctionnel au 13 janvier 2020 selon la procédure de comparution immédiate. Les 4 autres militants ont également été convoqués à la même date, mais en procédure de comparution normale. Un contrôle judiciaire avait été instauré pour 3 d'entre eux avec interdiction de manifester devant les centres commerciaux. Cependant, la résistance s'était activée et plusieurs organisations et artistes avaient appelé à manifester le 13 janvier pour soutenir les militants inquiétés et faire échec à la machination coloniale. Le jour du procès, la population avait répondu en masse à ces appels. Néanmoins, la loi garantissant l'accès du public au tribunal n'a pas été respectée. Un véhicule de police bloquant l'entrée. La cour intérieure était complètement occupée par les policiers. Aux protestations de la foule, les policiers ont répondu par une pluie de gaz lacrymogène, par des grenades de désencerclement et des tirs de LBD. Finalement, le procès chaotique a été reporté au 3 juin 2020, soit 6 jours après la date limite d'une procédure en comparution immédiate. Toutefois, le procès prévu le 3 juin 2020 ne s'est pas tenu et a été reporté pour raison de sécurité sanitaire. De report en envoi, l'affaire des 7 d'Océanis est venue à l'audience le 5 avril 2023 pour la 4e fois. À cette occasion, la défense des accusés a été magistrale. Les nombreuses irrégularités ayant entaché la procédure ont été mises en évidence. Les délais à rallonge qui ne permettent pas de prendre une décision régulière et sereine, la procédure de comparution immédiate qui se trouve hors délai, la confusion irrégulière des procédures, les atteintes flagrantes aux droits de la défense, etc. Les magistrats n'ont pu que retenir les nullités avancées par la défense. Le procès avait donc été retoqué pour faute de procédure. Cette décision avait frappé de surprise le parquet qui s'était habitué au rejet de nullité de la partie adverse. L'affaire aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sur la nouvelle procureure Clarisse Taron qui s'est montrée fort dévouée et zélée quand il s'est agi de pourchasser les militants. Les persécutions ont donc repris et après plusieurs péripéties, l'affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025. Les 7 d'Océanis ont été condamnés à de la prison ferme, sauf pour 2 d'entre eux qui le sont avec sursis. À la suite de cette injustice, le CNCP a communiqué une déclaration de solidarité avec les 7 d'Océanis que je vous livre de suite. Honneur et respect pour nos combattants attaqués, une fois de plus, par l'appareil judiciaire du pouvoir colonial. Soyons-en bien conscients, plus notre lutte pour la souveraineté et l'émancipation progressera, plus le pouvoir colonial intensifiera la répression judiciaire et policière. C'est d'ailleurs de sa part une stratégie pensée pour nous emprisonner de façon permanente dans un cycle de manifestations, de protestations qui nous empêche de développer notre propre stratégie de libération. De fait, il peut se réjouir en constatant qu'après chaque rassemblement devant ces tribunaux, nos forces s'éparpillent jusqu'à la prochaine manifestation. Ce qui ferait vraiment peur au pouvoir colonial et qui répondrait à son arrogance, c'est qu'à la fin de chaque manifestation, chacun et chacune de nous repart travailler à saper les bases de sa domination. Ce qui ébranlerait vraiment, c'est
Ce qui l'ébranlerait vraiment, c'est que nous imposions notre tempo et que nous mettions en œuvre une stratégie globale et offensive. Aujourd'hui, de plus en plus nombreux sont ceux qui reconnaissent que la domination coloniale nous maintient dans une nasse. La majorité de notre peuple est consciente que les autorités françaises mènent une offensive pour s'attaquer à l'existence même de notre peuple. Génocide par substitution, spoliation des terres, destruction des petites et moyennes entreprises martiniquaises, etc. On ne peut plus se contenter de dénoncer les exactions du pouvoir colonial. Il faut combattre la domination qu'il exerce sur notre pays. Le temps n'est plus aux tergiversations. L'heure est à la contre-offensive. C'est pourquoi nous disons gloire aux militants qui ont fait disparaître le drapeau aux 4 serpents, qui ont renversé les statuts coloniales, qui ont exigé devant les centres commerciaux que soient jugés les criminels de la caste suprémaciste béquée et du pouvoir colonial, les empoisonneurs conscients de notre peuple. Gloire à ces militants qui ont revendiqué justice et réparation. C'est pourquoi nous exprimons notre solidarité totale avec les 7 océanistes qui ont osé résister. C'est ici l'occasion de dénoncer l'indignité de ces personnes, dont certains élus qui persistent à vouloir effrayer la population avec la fable que la soumission à la France nous permettrait de résoudre nos problèmes et qui osent traiter les militants de bandits et d'irresponsables. Eh bien non, les bandits et les irresponsables sont ceux qui font semblant d'ignorer la réalité qui prévaut à l'échelle internationale, car ils savent bien, aussi bien que nous, que les colonialistes français ne défendent toujours que leurs propres intérêts. Ils sont fiers, par exemple, de contrôler 10,2 millions de kilomètres carrés d'océan de la planète, dont 97% dans les 10 outre-mer, contrôle que leur permet d'imposer leurs exactions économiques et diplomatiques de par le monde. Mais ils ne font rien pour empêcher que les sargasses venant de leur domaine maritime empoisonnent notre population. Les adeptes de la soumission n'ignorent pas les manœuvres scandaleuses menées par les colonialistes français pour contrecarrer le processus d'autodétermination du peuple kanak et pour kidnapper l'île comorienne de Mayotte. La France, comme tous les autres pays impérialistes occidentaux, n'a aucun scrupule à piétiner le droit international et la volonté des peuples. Ces gens qui chantent les louanges de la dépendance savent, comme nous-mêmes, que sous ordre des multinationales, les gouvernements occidentaux, dont le gouvernement français, imposent au peuple une politique ultralibérale barbare dont la conséquence est la destruction des services publics et de la protection sociale, la sauvagerie économique, l'accroissement des inégalités, l'explosion des pauvretés. La hausse des prix n'en est qu'une illustration. Les jérémiades politiciennes ne changeront absolument rien à cette réalité. Que les illusionnistes, les égoïstes, les aliénés et les peureux continuent donc à agiter dans leur coin, à s'agiter dans leur coin. Quant à nous, nous savons que notre devoir et notre honneur nous appellent à nous engager dans une lutte sans concession contre la domination coloniale occidentale, aux côtés de tous les autres peuples du monde. Nous disons bien aux côtés de tous les autres peuples du monde, car le contexte actuel est celui d'une guerre de haute intensité entre d'une part les pays impérialistes occidentaux avec leurs gouvernements missionnés par les ultra-riches et d'autre part les peuples dominés et surexploités. Nous ne pouvons aborder ce point sans saluer les grandes victoires obtenues par les peuples africains dans la conquête d'une véritable souveraineté. Nous pensons en particulier aux pays membres de l'AES. Nous voulons aussi applaudir le formidable élan de solidarité envers le peuple palestinien qui se manifeste au niveau mondial, par exemple avec la grève des dockers français s'opposant à la livraison d'armes aux génocidaires sionistes ou la flottille pour la paix. Nous voulons enfin saluer l'éthique des parlementaires français qui ont dénoncé le scandale de la dette imposée à Haïti. Autant d'illustrations qui illustrent l'importance de la solidarité et de l'internationalisme dans notre lutte commune visant à éradiquer ce système colonial et impérialiste qui vit incontestablement la fin de son règne. En ce qui nous concerne,
nous le répétons, nous avons le devoir d'être au front aux côtés des autres peuples. Plus que jamais, notre objectif doit être de nous décrocher de tous les liens de dépendance qui nous enchaînent au système colonial. Nous devons l'affaiblir et en nous attaquant à la possibilité du pouvoir colonial et de la caste de rafler des super-profits dans notre pays, notamment en combattant les addictions à la consommation superficielle et en nous mobilisant massivement pour renforcer cette formidable dynamique qui se développe déjà dans notre pays. Cette dynamique qui voit se multiplier les initiatives économiques et solidaires. Nous parlons ici des marchés agricoles, des jardins partagés, de la production artisanale, etc. Car c'est dès aujourd'hui qu'il nous faut jeter les bases d'une économie endogène et autocentrée. Profitons-en à cet égard pour saluer l'un des 7 océanistes. Je veux parler de Charlie, qui, avec sa famille, est fortement engagé dans cette démarche-là. Nous devons inverser le rapport de force entre le pouvoir colonial le rapport de force entre le pouvoir colonial et nous, en renforçant notre cohésion nationale, en nous détournant de toutes les divisions et de tous ceux qui attisent les contradictions au sein du peuple. Nous devons garantir la victoire de notre lutte de libération nationale en délaissant les illusions assimilationnistes, opportunistes et réformistes et faisant en sorte que notre peuple, en s'organisant à la base, prenne réellement la direction de la lutte. Vive notre lutte contre la domination coloniale et pour l'accession à une souveraineté.